Les 4 groupes de flammes jumelles. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de cette catégorisation, donc des différentes personnes qui se reconnaissent dans le récit flammes jumelles et que j'ai pu donc catégoriser en 4 groupes différents sur la base de la fréquence d'interaction relationnelle. Alors cette classification elle est intéressante parce qu'en fonction du groupe auquel on appartient, le A, le B, le C ou le D, ou dans lequel on se reconnaît, eh bien, la vision qu'on va avoir donc du runner, ce qui s'imprime en nous, ce qu'on croit, va être différent. Par exemple, il y a une vision complètement, radicalement différente, donc notamment sur le runner, entre une personne du groupe A et une personne du groupe D. Ensuite, la vision, l'impression qu'on a de cette relation et de la finalité va également changer ou évoluer en fonction du groupe dans lequel on va se reconnaître. Et tout ça, c'est basé sur la fréquence d'interaction relationnelle entre les deux personnes. Alors, commençons avec les personnes donc s'identifiant ou se reconnaissant dans le récit flamme jumelle et qui font partie du groupe A. Alors, le groupe A, je donne un exemple, on va dire c'est Marie qui, sur son lieu de travail, on va dire travaille dans une grande entreprise, un jour lors d'une réunion ou à la machine à café, va croiser, on va dire, Pierre. Au moment où Marie voit Pierre, il y a un échange de regards et la connexion donc par le regard ou quelque chose de sentiment d'évidence, par exemple, se déclenche en Marie. Et puis, on connaît la suite. La petite différence qu'il y a dans le groupe A, c'est qu'il n'y a pas d'interaction relationnelle entre Marie et Pierre. À partir de ce jour-là, Marie va se mettre à penser à l'autre tous les jours. Se faire des films, idéaliser la chose, s'imaginer un truc romantique, etc. Mais le problème du contexte, en fait, du groupe A, c'est que la personne, par exemple, est peut-être un client qui visite l'entreprise une fois tous les mois ou quelque chose comme ça. Donc, elle risque de le croiser dans les couloirs, mais il n'y aura pas de vrai échange. Il n'y aura pas de « on se parle sur WhatsApp, on va prendre un café ». Il n'y aura pas de tout ça. Il y aura juste une personne qu'on a croisée comme ça, à qui on serre peut-être la main lors d'une réunion ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'interaction privée. Même si la personne, par exemple, et lors d'une réunion, et donc du coup Marie fait partie des gens de l'entreprise, je sais pas moi, A, et reçoit les gens de l'entreprise B, par exemple, et ben il y a une réunion pour voilà signer des contrats, tout comme ça. Il y a peut-être une sorte d'interaction professionnelle entre Marie et Pierre ou les différentes personnes concernées, mais c'est tout, ça en reste là en fait. Pour autant, Marie, 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, 2 ans après, pense toujours à cette personne. Alors en fait, ici, Marie, elle est sujette à la limérance, voire à la cristallisation, et la fréquence d'interaction relationnelle avec cette personne, elle est très faible, voire nulle en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là on pourrait dire, bah oui, mais donc du coup Marie elle est pas flamme jumelle, elle se fait des films toute seule. Bah oui, mais Marie, parce qu'elle se met à penser à l'autre toujours, à un moment donné, elle va se poser des questions. Donc elle va chercher sur internet, elle essaie de comprendre ce qui lui arrive. Et elle va tomber sur le récit flamme jumelle, dans lequel elle va s'identifier en tant que chaser, et l'autre en tant que runner non éveillé au lien, parce que dans la réunion, à chaque fois que le client vient tous les mois pour négocier, je sais pas, un contrat ou acheter des produits, bref, y a un échange de regards forcément, donc elle va commencer à interpréter que l'autre me regarde mais il détourne le regard, donc c'est qu'en fait il a compris quelque chose, il a senti quelque chose, mais du coup il est pas prêt, etc., etc. Donc en fait on peut se monter tous les films qu'on veut, mais ce qui est intéressant c'est ça. Elle rencontre, on va dire, Pierre à la machine à café ou lors d'une réunion. On se serre la main, on se regarde, bim, ça se déclenche chez Marie. Mais ce qui se déclenche, ce sentiment d'évidence, l'autre c'est mon autre, c'est la bonne personne, toutes les personnes qui se considèrent flammes jumelles du groupe A, B, C ou D vivent exactement la même chose. La petite différence qu'il y a avec les groupes B, C et D par rapport au A, c'est que dans les groupes B, C et D, il y aura une dynamique relationnelle, il y aura du répondant de la part de l'autre personne. Sauf que bien qu'il y ait du répondant de la part de l'autre personne, il y a aussi une fréquence d'interaction relationnelle qui change, qui est crescendo en fonction du groupe A, B, C ou D. Et donc, plus on va avoir d'interaction relationnelle, plus il y a du répondant de la part de cette personne qu'on appelle le runner, d'échange, de charnel, etc., de télécommunication, moins on va voir qu'il y a un problème de base. Et le problème de base, on le voit bien là chez Marie, c'est-à-dire que j'ai un client qui arrive, je lui serre la main, je le regarde, connexion par le regard. L'autre, c'est mon autre. Mais tu lui parles jamais. Et ça, c'est facile à voir dans le groupe A. Mais en fait, il se passe exactement la même chose dans B, C et D. C'est juste que comme il y a du répondant, moi je le dis comme ça sur mon blog ou dans d'autres vidéos, le runner est un surfeur
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien se passer effectivement des choses de la part du runner envers nous, puisqu'il a bien compris justement qu'il y avait cet embrasement émotionnel qui se passe chez la personne, chez le chaser. Et donc, même s'il y a du répondant, même s'il peut y avoir un certain pourcentage de vérité et de ressenti réel chez le runner, il va quand même vachement surfer dessus. Et donc du coup, le chaser, il va devenir aveugle parce qu'il va tout attribuer sur, oui, il se passe ça en moi parce que j'ai rencontré l'autre, donc c'est la connexion, donc c'est ceci. Non, il se passe ça chez le chaser parce que ça se passe chez le chaser en réaction à un stimuli extérieur. Mais ce qui se passe chez le chaser est déjà contenu chez le chaser. Alors maintenant, on arrive au groupe B. Donc là, on a une vraie dynamique relationnelle. On a donc du répondant de l'autre côté, de la télécommunication, il peut y avoir du charnel, etc. Bref, il y a du visu, on passe du temps ensemble. Mais la fréquence d'interaction relationnelle est de l'ordre de 3 à 10 fois par an. Ça donne une fourchette, c'est pas forcément un calcul à la fois près, mais ça donne une idée. Ça peut être 15 fois par an, ça peut être 8 fois, mais on voit l'idée. Donc là, on va avoir... Alors pas tout le temps, mais on peut avoir du charnel, etc. On peut passer un week-end ensemble, etc., etc. Bref. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la chose suivante. Il y a l'embrasement, on va reprendre l'exemple de Marie. Marie qui rencontre dans un nouveau scénario, donc Pierre. Mais le contexte fait que, il y en a un, on va dire, il habite, au nord de la France, et l'autre au sud de la France. Donc le contexte n'est déjà pas propice à une relation, on va dire, traditionnelle, en bonne et due forme. Il n'habite pas la porte à côté. C'est le cas de le dire. Et donc, du coup, il peut y avoir aussi des configurations du style Marie est mariée, Pierre est marié aussi, ils ont tous des enfants, ou l'un est célibataire, l'autre est marié, etc. Bref, il y a un contexte qui fait que déjà, d'entrée, la relation en bonne et due forme, comme l'attend le chaser, déjà, il y a un petit peu, c'est un peu le parcours du combattant. Mais c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est que dans ce groupe-là, on voit l'autre 3 à 10 fois par an. Du coup, on ne voit que, ou pratiquement que, les aspects positifs de cette relation, puisqu'on est dans une lune de miel qui peut durer des mois, voire des années, puisque finalement, imaginons qu'on voit la personne 12 fois par an, c'est-à-dire une fois par mois. Une fois que tu l'as vu, il va falloir attendre un mois, grosso modo, pour le revoir. Pendant cette attente, il y a beaucoup d'idéalisation, d'illusions, de fantasmes, etc. Et puis, le moment qui a été vécu, le week-end ensemble, en escapade amoureuse, par exemple, il était génial, parce que finalement, en 2 jours, on n'a pas trop le temps de se taper sur la gueule, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu l'idée. Du coup, il y a que les avantages et il n'y a pas les inconvénients. Donc, c'est hyper propice à l'idéalisation, l'illusion, etc. Ce qui est intéressant, c'est donc cette lune de miel, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 1 an, elle peut durer 2 ans, puisque finalement, même si on voit la personne 12 fois par an, quand on la voit, c'est qu'un week-end, on n'a que le meilleur, donc que les avantages sont les inconvénients, et puis ça reste quelque chose, même si c'est extrêmement bon, le charnel, qui a une certaine complicité, on va dire, intéressante, on est quand même dans une relation superficielle, on voit la personne que 2 jours par mois quand même, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, finalement, on a un aperçu de ce que c'est la relation avec cette personne-là, mais dans une certaine superficialité, dans le sens où déjà, ça parle pas d'engagement, le contexte n'est pas propice à l'engagement. En général, par exemple, si le runner est marié avec des enfants, c'est déjà un blocage en soi. Ça veut pas dire qu'un blocage ne peut pas être dépassé, mais ça veut dire que déjà, à la base, la porte, elle est pas spécialement ouverte. Donc, ça donne une aventure, finalement, hyper intéressante. On pourrait dire une amourette de collège, mais de version, ou une amourette d'été, mais version ressenti physique, sentiment d'évidence, phénomène énergétique et tout, donc qui prend des proportions énormes, mais on n'a que les avantages et pas les inconvénients. Du coup là, pour les gens du groupe B, le runner, on ne voit que ses aspects positifs, et la relation, a priori, elle est magique, quoi. Ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est une fois qu'à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, le chaser va dire ouais, c'est cool, quoi, on est dans la voiture, maintenant, ce serait bien qu'on mette le contact, qu'on enclenche la première et qu'on parte en voyage, quoi. Et là, quand le chaser, il va commencer à parler d'engagement ou vouloir plus, là, on va se rendre compte que le moteur, il est pas super bien huilé et que ça commence à gripper. Donc là, je vais pas refaire toute l'histoire, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos. Ce qui est important, c'est que du coup, la relation là commence à vriller et à basculer, donc il va y avoir les va-et-vient, les absences, les communications ambiguës, etc. Parce que c'est la manière du runner de continuer de garder ce qu'il veut, mais sans vraiment donner les vraies réponses, quoi. Donc, lumière de l'âme chez le chaser, etc. Mais justement, là aussi, la configuration de la relation fait qu'on n'a pas les vraies réponses. On sait pas trop ce qui se passe, en fait. Quand on sait que d'un côté, la personne, elle est plus aussi loquace qu'avant, ou qu'elle ne s'exprime pas vraiment, et on sent que ça coince, en fait, dans la communication, etc. Du coup, le chaser,
bah là non plus, il peut pas vraiment apprécier la psychologie de l'autre personne, le contenu, on va dire, de la psychologie de l'autre personne, ni ce qu'elle veut vraiment, puisque l'autre, bah, c'est pas spécialement un profil communicant, ou en tout cas dans une volonté de pleinement délivrer ce que la personne pense ou ressent. Et donc, dans la partie positive de cette relation, finalement, le trader n'a qu'une vision tronquée. C'est la pointe de l'iceberg, en fait, de qui est la personne, du style de relation que ça pourrait donner. On n'a que la pointe de l'iceberg. Mais dans le négatif aussi, puisque du coup, on se rend compte que ça tourne au vinaigre, mais on se rend compte qu'on a une communication hyper superficielle de la part du runner, qui en général évite toutes les questions qui le dérangent, etc., pardon, les fuites, les silences, etc., dans l'absence aussi. Et du coup, ça crée des vides qu'il va falloir combler en termes de compréhension. Et c'est comme ça que quand on se retrouve dans le parcours flamme-jumelle, comme par hasard, moi à l'époque, il y a 5 ans, quand j'avais fait un petit test sur YouTube, j'avais tapé flamme jumelle dans YouTube, il y avait 94% de résultats à l'époque qui tombaient, c'était du tarot et de la médiumnité. Donc des gens qui viennent pour t'apporter des réponses à tes questions. Et donc ça veut dire quoi ça pour le chaser qui est dans le groupe B, qui est d'ailleurs, si c'est pas le groupe le plus nombreux des flammes jumelles, il est pas loin. Hein. Mais c'est extrêmement répandu les gens du groupe B. Du coup, ils ont qu'une vision positive de cette relation, puisqu'elle a été magique, on va dire ça comme ça au départ, et puis après, on ne comprend pas, ça part en sucette. Donc, il nous faut des réponses, mais il faut des réponses qui conviennent à ce qu'on a envie d'entendre. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme on n'a pas vraiment accès au runner, puisque le runner, il va pas te délivrer ses vérités, je fais très blanc, très noir, bien évidemment, parce qu'il va mixer en fait ses vérités avec des discours ambigus, etc., pour à la fois se déculpabiliser de te dire la vérité, il te l'a dit pour lui, mais en fait c'est pas déjà très clair, mais bref. Du coup, on est sur notre fin dans le sens où la relation était magique, donc la personne c'est juste qu'elle est occupée dans sa vie, en ce moment ça va pas, etc., parce que ça on veut adhérer à ce discours-là. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Non, mais on en est là, en fait, dans le groupe B. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que du coup le chaser est perméable à tout discours qui va aller dans son sens. Parce que dans les faits, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas accès à un runner qui nous dit vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Du coup, ça veut dire que c'est flou. Si c'est flou, il faut trouver des réponses. Et on va aller chercher des réponses qui nous tiennent à cœur. Ensuite, on a les gens du groupe C et D. Donc là, c'est la même chose que B, mais la seule chose qui change, ça va être la fréquence d'interaction relationnelle. Donc dans le groupe C, ça va être on se voit 2 à 6 fois par mois. Donc déjà là, on peut un peu plus apprécier la personne dans une plus grande globalité et un peu plus en profondeur. Ensuite, on a le groupe D. Ça va être les gens qui sont, par exemple, collègues de bureau, donc ils se voient tous les jours ou tous les 2 jours, et voire plusieurs fois par jour s'ils sont dans le même bureau. Ou alors associés de la même entreprise. Et donc dans le groupe B, C et D, peut y avoir du charnel, mais dans le groupe D en général, comme un petit peu dans le C, mais on va rester très blanc, très noir pour que ce soit plus simple à comprendre, dans le groupe D, il peut y avoir aussi le couple qui se soit formé dès le départ de manière traditionnelle, alors c'est pas systématique, ça va vraiment dépendre des cas, et puis après, la relation commence à partir en vrille. Alors ce qui est intéressant, c'est que le groupe D, c'est le groupe qui est le plus en contact avec donc ce qu'on appelle le runner, et donc qui peut le plus en apprécier le comportement, la psychologie, et donc voir tout un tas de choses que, par exemple, le groupe A ne verra jamais. Que le groupe B, ils vont peut-être voir un petit peu comme des bugs dans la matrice, tu vois, parce que, comme l'autre, on passe pas suffisamment de temps avec, il peut y avoir des petites incohérences, des petits trucs, mais c'est un peu comme des flashs, quoi. Si on les voit de temps en temps, donc on se dit, ouais, ok, bon, ça peut arriver, quoi, tu vois. Tout le monde peut mettre un petit genou à terre, tout le monde peut dire A et faire B, etc. Et donc, on n'y prête pas attention parce qu'on est complètement dans l'illusion de la magie du truc, etc. Et on peut pas vraiment apprécier. Dans le groupe C, déjà un peu plus aussi. Et c'est pourquoi, quand je parle du fait que la relation FJ, elle est toxique, alors évidemment, dans le groupe A, on peut pas dire qu'elle est toxique parce qu'il y a même pas de relation, en fait. Il y a juste des entrevues, entre guillemets, professionnelles où on se croise dans les couloirs. Donc là, il y a rien du tout. Pour autant, et je le répète, c'est embraser l'émotionnel de Marie, la psyché de Marie, à la rencontre de Pierre à la machine à café, ou dans la réunion. Et elle, pour autant, elle continue d'y penser tous les jours, et pour autant, elle se croit chaser. Et il se passe le même phénomène dans le groupe B, C et D. La grosse différence, je le répète, c'est qu'il y a du répondant de la part de l'autre personne. Donc on va avoir des regards, des touchés, des conversations, du charnel, etc., ou pas de charnel, bref, mais qui correspond à nos attentes en termes d'interaction relationnelle avec quelqu'un. Donc là, on va moins voir le fait qu'on s'est embrasé tout seul dès le départ,
qu'il peut y avoir un peu le même effet chez l'autre, mais il va surtout surfer dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le groupe A, on ne peut pas du tout apprécier le vrai caractère ou le comportement du renard, puisque du coup, il n'y a pas d'interaction. Dans le groupe B, vite fait, parce que des bugs dans la matrice, ça peut arriver, mais on n'y prêtera pas attention, puisqu'on est à fond dans l'illusion, etc. Et quand ça part en sucette, on n'a pas vraiment de réponse, l'autre d'un coup devient une momie qui parle plus, et donc là, il va y avoir beaucoup de mal-être, donc on va aller dans le tarot, la médiumnité, pour avoir des réponses. Donc nous, on reste avec une sorte de, tu vois, dans notre cerveau, c'est tamponné, mais c'est une belle relation, c'est génial, mais par contre, je comprends pas, il répond plus, bah oui, il a peur de l'engagement, il a peur du rejet, il a peur de ci, donc c'est pour ça qu'il te répond plus, ou pas. Ensuite, on a le groupe C et D, où là, quand ça va partir, donc en vrille, effectivement, il va y avoir un énorme mal-être, une heure de l'âme, etc., mais, parce que les contextes font que, on va être à même de plus pouvoir questionner la personne, plus pouvoir interagir avec elle, et donc se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et donc du coup, quand je dis la relation flamme jumelle, elle est toxique, on se rend compte que dans les groupes C et D, tôt ou tard le chaser, même s'il est bien aveugle pendant un certain temps, il va se rendre compte des manières de faire qui ne sont pas saines en fait. Et attention, dire que la relation flamme jumelle est toxique, c'est pas dire que le runner a des intentions malveillantes. Ça fait vraiment partie des clichés dès qu'on parle de personnalité narcissique, dès qu'on parle de manipulation, tout de suite on envisage le côté malveillant. C'est un peu le cliché qu'on a. Et oui, il y a des gens qui vont manipuler avec des intentions malveillantes, mais il y a des gens qui vont manipuler pour sécuriser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils vont manipuler, par exemple, Marie va manipuler, je sais pas moi, Pierrot, mais c'est pas pour faire du mal à Pierrot, c'est pour obtenir de Pierrot ce que Marie veut. Sans trop, avec un petit manque d'empathie au passage quand même, mais sans chercher à faire du mal, c'est-à-dire que le focus il est pas du tout là-dessus. Il est Pierrot à quelque chose qui m'intéresse, je vais faire ce que j'ai à faire, avec les techniques que je crois qui vont marcher, pour avoir ce que je veux de Pierrot. Et comme ça je suis content d'avoir ce que je veux. Et inversement, les hommes aussi savent faire ça. Donc, ça n'a rien à voir avec de la malveillance. Après, on peut débattre. Est-ce que manipuler quelqu'un est un acte de bienveillance ? Moi, ça me paraît un peu compliqué, mais on est entre les deux. Et c'est ça, l'énormité du récit flamme jumelle, c'est qu'on est toujours dans un entre-deux. Alors après, bien évidemment, il va y avoir aussi d'autres cas particuliers, parce que là, j'ai fait 4 grandes catégorisations basées sur la fréquence d'interaction relationnelle, mais après, on va trouver toujours des cas particuliers, par exemple, des gens qui sont collègues de bureau ou associés, qui vont se voir tous les jours, mais qui vont se retrouver, en fait, dans la catégorie, on va dire, un petit peu B, en termes de ce que je connais de l'autre personne. Pourquoi ? Parce que le chaser aura peur, parce que la relation se passe bien, il y a une certaine complicité, on se comprend bien niveau pro par exemple, c'est assez fluide, il y a un côté vraiment l'autre est complémentaire en fait. Oui, tant que on ne toque pas à la porte de l'engagement. Et j'en ai eu plein des cas comme ça où on va dire Marie est collègue de Pierre quoi, donc ils sont amenés à travailler ensemble, ils se voient tous les jours, mais Marie ou Pierre, peu importe le cas, on s'en fout un peu, kiffe en fait ce qui se passe, donc le chaser kiffe ce qui se passe, mais n'osera pas trop. Tu vois, un peu comme quand t'es vachement ami avec quelqu'un quand t'as 14-15 ans et que t'es un mec par exemple ou t'es une nana et t'as des désirs amoureux quoi et t'oses pas trop en parler parce que tu dis ça va rompre notre amitié. Et c'est une des issues possibles quoi. Et donc du coup le chaser il va rester comme ça 6 mois, 1 an et demi avec une relation qui à la fois oui on n'a pas touché la porte de l'engagement donc du coup c'est fluide, c'est fun et on pourrait dire que tout le monde est content sauf qu'en fait le chaser il veut plus mais il ose pas. Et il sait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il sait que s'il en parle ça risque de coincer. Et c'est ce petit savoir qui est intéressant, puisque en fait ça veut dire que le chaser il sait à l'avance que la relation elle va partir en sucette. Donc il la maintient en étant dans le non-dit, entre guillemets, le je n'avoue pas clairement ce que je veux, mais ça bouffe le chaser de l'intérieur. Parce que le chaser va avoir peur, et c'est compréhensible, de perdre cette relation qui est si complice ou si fusionnelle. Donc on peut retrouver des gens qui sont finalement dans le cas, on va dire B, quoi, c'est-à-dire qu'on n'a que les avantages, mais pas les inconvénients, pour autant on voit la personne tous les jours, mais parce que on n'a pas encore toqué à la porte de l'engagement. Et si jamais les chasers dans ce genre de cas le font, ils prennent le risque, quoi, que tout parte en sucette, etc. Et donc là on se retrouve avec la relation qui vrille, etc. Et là on va voir donc un autre aspect de la personne, forcément du runner et du chaser, puisque du coup la situation va changer, donc on va faire face à des réactions différentes. Alors pareil,
au niveau du groupe A, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on va, donc dans le cas de Marie qui croise l'autre à la machine à café ou qui croise cette fameuse personne une fois par mois parce qu'elle vient pour négocier des contrats, bref, on va avoir 3 groupes de chasers. Donc ça, j'en ai eu plein comme ça en coaching, où je leur dis à un moment donné, si tu revois la personne dans les couloirs, aborde la personne, essaye de prendre contact et puis de voir, en fait, d'en avoir le cœur net, quoi, tu vois. Et on va faire face à 3 cas de chaser. Le premier cas, c'est le chaser qui refuse de rentrer en contact. Parce que, en fait, il a peur de l'affinité, ou elle a peur de l'affinité. C'est ouais, mais qu'est-ce qui se passe si la personne j'y vais et puis que finalement elle me dit qu'elle n'est pas intéressée, quoi. Du coup, le problème avec ce genre de chaser, c'est que du coup, ils savent pas vraiment. Est-ce que l'autre est vraiment intéressé mais a peur, ou en fait, la personne est juste pas intéressée, elle t'a même pas remarqué, en fait, quoi. Du coup, la personne ne veut pas se rendre compte de ce qui est. Donc, elle va rester empêtrée dans sa propre illusion. Donc là, elle va rentrer dans ses films, elle est à fond dans le tarot, le truc, le bidule, puis elle rentre dans sa propre illusion intérieure qui consiste à romantiser un truc qui n'existe pas, quoi. Et qui peut pas exister, puisque du coup, si tu vas pas voir l'autre personne, il n'y a rien qui peut démarrer. Hein. Si tu vas pas au cinéma, tu verras pas le film. Hein. Ensuite, tu as le chaser numéro 2 qui lui est dans le déni. C'est-à-dire que la personne relève le challenge, dit ce serait bien que je sache en fait finalement, quoi. Donc du coup, je vais y aller, je prends mon courage de main, floup, et puis on y va. Et là, le runner, enfin ce qu'on appelle le runner, mais en fait qui est une personne qui va décliner l'offre parce qu'elle n'est pas intéressée tout simplement, là le chaser il va rentrer dans le déni. Il dit en fait j'y suis allé, etc. Mais en fait c'est le runner qui est pas éveillé au lien, parce que je le sens, je le sais, la connexion, et donc du coup il n'est pas éveillé, donc il refuse, il nie le lien. Non, c'est juste que Pierrot n'est pas intéressé en fait. Et ça c'est intéressant parce que il n'y a aucun signe dans ce genre de cas que le fameux Pierrot tente quelque chose. Il n'y a même pas de surfage, quoi, ou de surfing, quoi. Tu vois, il y a juste une personne qui n'est pas intéressée, mais là, on a un chaser, enfin, une personne qui se considère chaser, qui veut pas envisager l'idée qu'elle ait pu se tromper, en fait, quoi, c'est tout. Et ça, on le retrouve dans tous les groupes, hein. Le je ne veux pas envisager de m'être trompé, même quand il y a du répondant et du surfing de la part du runner, il y a le côté j'ai raison, même quand j'ai tort, hein. Mais là, on le retrouve dans ce cas-là, et j'en parle justement parce que là, c'est beaucoup plus flagrant, parce que en ayant raconté le groupe A, on sait qu'il n'y a pas d'interaction avec l'autre personne. Donc là, c'est vachement plus visible. Mais il se passe la même chose dans les autres groupes. Hein. Donc là, la personne, en fait, ce qu'on se rend compte chez le chaser, quand ils sont allés voir cette personne-là, que la personne a refusé, gentiment, le chaser est dans le déni, donc considère que l'autre ne voit pas, enfin, a vu mais nie, alors qu'en fait, c'est ce que fait le chaser, il a vu mais il nie la vérité, c'est-à-dire que l'autre ne veut pas, mais on va nier ça. Donc on va projeter ça sur l'autre, alors que l'autre n'est juste pas intéressé. Mais ça montre, en fait, que dans la tête du chaser, il y a un super désir ardent de réciprocité qui, là, dans ce cas-là, n'existe pas. Et qui va exister, la réciprocité, dans les cas B, C et D, mais pas du tout au même niveau que le chaser l'attend. Et ensuite, on va voir le cas numéro 3, c'est-à-dire le chaser en déroute, c'est-à-dire le chaser, il relève le challenge, il va voir la personne, et puis... il prend un refus en fait, mais là le chaser il dit visiblement la personne n'est pas intéressée, donc qu'est-ce qui se passe en moi? Donc là la personne commence à se questionner en disant il se passe un truc, parce que ça fait 8 mois que je pense à la personne toute la journée, pourtant visiblement il n'est pas intéressé. Et donc là du coup ce genre de chaser là vont avancer plus vite parce que il y a le côté ok, il y a un truc qui cloche. Donc pour récapituler cette vidéo, plus on est en contact avec une personne, plus on connaît cette personne. Donc moins on est en contact avec cette personne, moins on la connaît. Et quand ça part en vrille, plus on va avoir des questions auxquelles on va pas avoir de réponse. Donc il nous faut des réponses. Surtout qu'en plus dans le parcours dit Flamme Jumelle, au début ça commence sur les chapeaux de roue, c'est extrêmement intense émotionnellement, etc. Et après, on va vivre l'opposé, donc ça va être complètement dissonant. Et donc du coup, ça va brancher le cerveau sur qu'est-ce qui se passe. Et donc là, on va avoir le tarot, la médiumnité et les vidéos Flamme Jumelle. Mais, chose hyper intéressante, quand on regarde les 4 groupes, A, B, C, D, le groupe le plus nombreux, ça va être le groupe B. Après, il y a C et A qui font du touche-touche. Et après, les moins nombreux, c'est le groupe D. Ce qui veut dire que le récit Flamme Jumelle, si on fait très blanc, très noir, est créé majoritairement par des gens qui ont passé le moins de temps avec le runner.
Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un discours qui est bisounoursé et romantisé, puisque ce qui s'est imprimé en nous, c'était magique, mais la personne d'un coup elle disparaît, parce que... Et là, on va donner les raisons qui nous conviennent, c'est-à-dire, il a peur de l'engagement, elle a peur de ceci, elle a peur de cela, il a peur de ceci, de cela. Bref, on invoque les peurs parce que c'est ce qui est le plus convenable pour nous, et comme en plus, le peu qu'on a vu du runner est en général un profil qui est qui sait pas, qui sait plus, qui a pas fait exprès, tu sais, nanana, limite un peu gauche quoi, tu vois. Mais en fait c'est pas ça du tout, ça s'appelle le masque en fait. Mais ça justement c'est ça qui est compliqué, c'est que ces gens qui sont dans le groupe A, B, qui sont très nombreux par exemple, ils ont du mal à le constater en fait. Du coup quand ils entendent ça, pour eux c'est extrêmement dissonant, parce qu'en plus ça colle pas à ce qu'ils ont envie de croire, ni à leur expérimentation, mais en même temps ils peuvent pas le vérifier. Puisque l'autre, du coup, comme on l'a dit, il communique pas trop, on le voit pas trop, etc. Quand on est dans le groupe C et D, là, c'est déjà un peu différent. Parce que même si le chaser dans le groupe C et D va être dans l'illusion, et on est tous tombés dans le panneau, moi y compris, on peut plus apprécier le comportement. Donc au bout d'un moment, on se dit, ouais, attends, il y a quand même vachement de trucs qui collent pas, en fait, il y a trop d'incohérences, en fait. D'ailleurs, si t'écoutes le récit Flamme Jumelle, il est bourré d'incohérences, c'est incroyable. Mais dans le groupe C et D, on va se rendre compte de toutes ces incohérences parce que la puissance de l'illusion ou de l'embrasement émotionnel, donc psycho-émotionnel qui se passe chez le chaser, va commencer à diminuer, et donc du coup on peut mieux apprécier tout ce qui s'est passé dans la relation, toutes les incohérences, tous les je dis A mais je fais B, etc. Enfin tout ce qui colle pas en fait, qui fait qu'à un moment donné, on commence à s'ouvrir à l'autre partie de la vérité, c'est-à-dire qu'avant on voyait que pile, maintenant on est un peu sur la tranche, donc on va commencer à basculer du côté face et commencer à envisager des pistes qu'avant on n'envisageait pas. Et moi, dans les gens qui se considèrent flammes jumelles et qui est en coaching chez moi depuis 4 ans, quand j'écoute leurs récits, déjà ils remplissent un document préparatoire, puis ensuite je les ai en séance de coaching, il y en a je les ai 3-4 fois, il y en a je les ai pendant 3 mois, etc. etc. Mais la majorité écrasante du récit, alors sauf ceux qui sont dans le groupe A ou B, parce que dans le groupe B, on peut pas trop voir, on n'a pas trop d'exemples, mais tous ceux qui sont du groupe C et D, la relation elle est toxique. On fait face à du ghosting, du gaslighting, du renversement de rôle, en veux-tu, en voilà, si t'en as pas assez, on peut remettre une couche, à de la manipulation. Et c'est pas de la manipulation dans un but destructeur, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est dans un but de continuer de garder pour le runner ce qui lui convient. Et c'est intéressant parce que justement, les gens qui sont dans le groupe A et B sont ceux qui en général vont rester bloqués le plus longtemps. Alors encore une fois, c'est des tendances, c'est très blanc, très noir. Et les gens du groupe C et D vont plus avoir tendance à s'en tirer plus vite. Et ça fait partie en fait de... J'avais fait une vidéo, celle d'avant, sur l'éveil spirituel, dans les différentes étapes finalement de l'éveil, l'ouverture de conscience sur comment le je suis fonctionne avec le mental ego. Vu qu'on est dans un parcours dit flamme jumelle, et qu'on se dit dans un parcours d'éveil spirituel, ça fait partie de l'éveil de la conscience / spiritualité, de justement de se rendre compte qu'à un moment donné on est pris dans notre propre illusion, qu'il y a eu du répondant ou pas de la part de l'autre personne, mais qu'à un moment donné cette illusion commence à disparaître pour qu'on puisse apprécier les faits, rien que les faits, et il n'y a que ça de vrai, pour commencer à envisager une autre direction, une autre piste à cette relation. Et quand on commence à faire ça, du coup on commence à se rendre compte que nous-mêmes on s'est menti à soi-même sur pas mal de choses. Il y a des choses sur lesquelles on avait raison, puis des choses où on n'avait pas du tout raison, mais on voulait pas voir. Donc ça en dit long sur nous-mêmes et notre psychologie, donc on peut voir, donc on peut mettre des coups de clé à molette là où il faut bosser, et là on avance. Et le problème des gens de groupe A et du groupe B, c'est et c'est eux les plus bloqués, entre guillemets, dans un monde de La La Land, de bisounours et de spiritualité New Age, parce que ils n'ont pas pu, dans le contexte de cette relation, voir vraiment ce qui se passe chez l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, alors ça fait partie un peu des cas particuliers, des gens par exemple du groupe B, où on voyait l'autre 2 à 10 fois par an, etc., ou 3 à 10 fois par an, c'est arrivé que le chaser arrive à un moment donné à coincer l'autre en disant non, tu sais, c'est pointe chez lui, quoi. Et puis il lui dit il faut qu'on parle, etc. Donc là, une heure d'alarme est déjà passée, etc. Mais arrive à avoir cette discussion, etc. Arrive à enclencher une interaction. Et là, la personne elle commence à se rendre compte de ce que les gens du groupe C et D, eux, se rendent compte parce que l'interaction le permet. Et donc, du coup, ils découvrent un autre pan, en fait, du runner, dans sa manière de répondre, dans sa manière d'extérieur, ils disent, mais c'est complètement pas la même personne, en fait. J'exagère un peu, mais c'est pour montrer l'idée.
Et donc le point important ici, pour terminer cette vidéo, c'est, je dirais, on va l'appeler comme ça, la volonté du chaser de voir les autres aspects de la relation soit on n'a pas encore vu, et donc il faut aller les chercher, soit on les a vus, on a eu un aperçu, mais on n'a pas envie. Et on n'a pas envie pour plusieurs raisons, parce qu'une des raisons, c'est que ça va faire s'écrouler l'image, on va dire ça comme ça, ou l'idée que le chaser a de l'amour, ou comment devrait se passer l'amour ultime, ou le vrai amour, enfin, après bon, chacun va avoir un peu ses mots, mais on voit un petit peu l'idée, et que du coup, ça va le ramener, en fait, il est bloqué à regarder à gauche, et ça va le ramener, donc à l'opposé, sur le chemin de droite, où là, il va devoir dealer avec la vraie réalité. Et donc, ça va demander, sur le chemin de droite, de prendre le taureau par les cornes et d'aller ouvrir ses propres tiroirs intérieurs pour aller comprendre comment on fonctionne vraiment, se rendre compte de certaines vérités intérieures, et ça va être dérangeant. Et en fait, ce genre de travail-là, au départ, en tout cas, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit « Allez, on y va, j'ai rien à faire ce week-end ». En général, c'est on traîne la patte pour y aller. Donc, comment on peut traîner la patte pour y aller ? En procrastinant, en allant sur un autre chemin qu'on considère être le bon. Pour autant, sur ce chemin-là, tous les faits montrent que cela ne fonctionne pas. Du coup, si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux prendre le taureau par les cornes, je t'invite à aller donc sur mon blog, soit prendre un rendez-vous de 15 minutes donc pour avoir plus d'informations sur le programme Sandra Renaissance, qui est un programme intensif et radical en termes de résultats, en termes de détachement émotionnel et pour se délester en fait de tout du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur nous, en tout cas sur les thématiques travaillées. Ou alors, si t'es jamais venu en coaching, je t'invite à prendre une séance de coaching avec moi pour démarrer donc ce travail de cette manière-là, mais en séance, on va dire, ponctuelle ou découverte. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.